À ce niveau ici, c'est un petit peu flou, mais bon. Donc, je suis donc Oscar Stapel. Je travaille maintenant depuis 3 ans sur l'éclairage LED en horticulture ornementale. Donc, on a déposé un dossier pour en fait voir l'intérêt de cette nouvelle technologie en horticulture ornementale et voir si, avec différentes couleurs émises par les LED, on peut aussi donc changer l'apparence de la plante et voir si on peut donc manipuler la réponse de la plante. Donc, en fait, ce projet, il y a plusieurs projets. Donc, il y a un projet où on utilise les LED en différentes ratios rouge et bleu pour voir ces éclairages sur la croissance et la floraison de la plante. Donc, ça s'est effectué dans les stations APL et STEP, donc Astridor Loire-Bretagne. Après, on a un grand programme national où on utilise les LED plutôt sur les cultures de pied-mère, donc les cultures de multiplication, pour voir si on peut donc changer l'architecture de la plante pour obtenir un meilleur rendement des boutures, et aussi voir si au niveau de l'élevage de plantes, donc si on pouvait donc aussi améliorer la qualité de la bouture issue de ces pieds-mères. Donc ça, c'est effectué donc, dans les stations STEP et GUE Fleurs et Plantes Sud-Ouest, Fleurs et Plantes, donc avec des systèmes Philips et des systèmes Valoia. Donc ce sont deux fournisseurs de LED qui sont quand même très connus en horticulture ornementale. Ce sont des grandes sociétés qui ont à la base donc aussi des plantes physiologistes qui ont bien réfléchi par rapport à l'application de cette technologie en horticulture ornementale. Et donc, c'est pour ça maintenant que je suis ici pour vous parler donc un petit peu de l'intérêt donc de l'aide dans les productions végétales de l'avenir, parce que dans ces projets, on a quand même découvert que ces systèmes peuvent être très, très performants. Donc, au moins déjà si performants que les systèmes classiques à base de lampes HPS. Et les résultats, ce qu'on a obtenu dans les serres, donc aussi avec un apport de lumière naturelle, on voit des tendances qui sont intéressantes, mais on estime que dans des enceintes isolées, on peut encore amplifier donc, les réponses favorables à notre consommation. Voilà. Donc d'abord, je voulais vous expliquer que donc avec cette technologie, donc on sait que les plantes pour la photosynthèse a besoin d'un certain spectre assez spécifique pour avoir un maximum de photosynthèse, et ce spectre spécifique, c'est surtout dans le bleu et dans le rouge, ce que vous voyez là-bas. Donc l'absorption spectrale dans les feuilles est au maximum dans le rayon bleu et rouge. Donc, ce que vous voyez dans le graphique dessus. En bas, vous voyez aussi au niveau efficience photosynthétique relative, on voit donc aussi que la consommation, ce n'est pas la production, mais c'est la consommation de CO2 est beaucoup plus élevée quand on projette la lumière bleue et la lumière rouge sur la plante, indiquant que ces deux spectres, ou ces deux rayons lumineux sont les plus importants pour la photosynthèse de la plante. Ici, vous voyez donc une gamme de lumière donc, qui est utilisée en horticulture ornementale. Donc, d'abord donc, le spectre lumineux du soleil, qui est quand même assez régulier sur tout le spectre, surtout le bleu, le vert, le jaune et le rouge, et un petit peu le rouge lointain. Après, vous voyez la lampe luminescente, qui devient déjà un petit peu plus limitée, donc qui a quand même un spectre dans les trois différentes couleurs. Après, on fait aussi le HPS santé. Donc ça, c'est un profil d'émission de la lumière qui est un petit peu en décalage avec le besoin de la plante. Parce que vous voyez tout de suite, je ne sais pas si... Ah oui. Vous voyez tout de suite qu'au niveau du rayon bleu et rouge, il y a peu d'émissions,
tandis qu'au niveau jaune et orange, l'émission est très importante. Et en plus, l'émission est aussi très importante dans la partie infrarouge, donc surtout la chaleur. Donc c'est une lampe qui est finalement pas si bien adaptée à la croissance des végétaux. Et ensuite, vous voyez à côté donc, une LED qui est plus adaptée à l'horticulture ornementale ou à l'horticulture en général. Donc ce sont des lampes où il y a une émission importante de bleu et de rouge rouge lointaine. Donc l'éclairage LED avec cette technologie, donc on peut répondre donc aux besoins de la plante, donc absorption de la lumière et efficience photosynthétique. Ces deux critères sont réunis avec cet éclairage. Vous voyez que on peut donc avec cette technologie émettre donc le spectre total du spectre par. Donc ça c'est en fait le spectre qui est utilisable pour la plante, entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Donc, c'est donc une technologie dans laquelle on peut créer nos propres recettes pour faire une production végétale en fonction de l'espèce étudiée. Bon, au niveau de la production végétale, on a donc plusieurs objectifs. Donc en horticulture ornementale, surtout les plantes en pot, on cherche une plante bien compacte et fleurie à un certain stade. Donc là, donc on peut donc tout de suite avec une lampe à LED, on peut donc adapter le spectre pour obtenir la réponse de la plante voulue. Donc vous voyez par exemple pour une plante fleurie, on peut donc intervenir au niveau des UV, donc on peut aussi avoir une lampe avec un petit peu d'UV pour avoir plus de compacité. On peut changer le rapport entre rouge et rouge lointaine, donc avec moins de rouge lointaine, on peut aussi obtenir une plante plus compacte. Et on peut donc aussi avoir plus de bleu que de rouge dans le spectre pour freiner la croissance de la plante et obtenir une plante plus ramifiée, ce que vous voyez aussi ici. Donc, avec les différentes couleurs, on peut donc on peut donc travailler sur l'architecture de la plante sans utilisation des produits chimiques comme des régulateurs de croissance. Donc, ça, on peut donc maintenant mieux maîtriser avec la lumière. Donc, aussi au niveau de la floribondité, il suffit de mettre un petit peu plus de rouge lointaine pour programmer la floraison pour une certaine période et pour avoir une meilleure floribondité. Bon, pour les légumes, l'histoire est un petit peu différente. Là, l'objectif est plus différent, donc on cherche quand même des séries de production rapides et aussi une croissance maximale. Donc vous voyez là-bas que c'est tout de suite la lumière rouge qui est beaucoup plus importante. Le rouge lointain, donc il faut diminuer pour quand même éviter que le végétal étiole. Au niveau couleur du feuillage, on peut donc aussi intervenir avec différentes recettes de culture, différentes recettes d'éclairage. La fermeté, on peut aussi influencer donc avec UV et les bleus. Et la compacité, comme en horticulture ornementale, on peut donc aussi intervenir avec différentes rayons lumineux. Pour la production de fruits, c'est un petit peu encore un petit peu différent. Donc là, on peut changer la phase de développement donc en phase végétative vers le génératif en ajoutant un petit peu plus de rouge lointaine. On peut travailler aussi sur de récolte, donc ça veut dire le calibre de différents fruits. Et on peut peut-être aussi travailler sur la longévité du fruit. Donc un certain éclairage sur une culture de fruits, ça peut donc avoir un impact sur la qualité du fruit récolté. Et ensuite, pour les plantes aromatiques, ce qui est très intéressant, ce qu'on est en train de vérifier aujourd'hui aussi, c'est qu'avec une recette adaptée, surtout avec un petit peu plus de lumière bleue, on peut augmenter le taux de huiles essentielles dans la plante. Donc, c'est juste des exemples pour différents objectifs. On peut donc adapter la qualité de la lumière pour obtenir un résultat voulu. Donc, pas uniquement au niveau de la qualité, mais aussi au niveau de la quantité, donc l'intensité lumineuse.
Donc maintenant, vous voyez aussi que c'est exprimé en micromol de photons par mètre carré par seconde, donc c'est plus le luxe comme avant. Avant, avec le luxe, c'était l'homme qui était central dans la lumière, et maintenant la plante est vraiment centrale dans ces calculs et le besoin de lumière dans sa culture. Donc ici, c'est un exemple d'une société américaine qui peut proposer deux choses, soit un module de LED qui est déjà adapté à une certaine culture, donc ça va de rouge, donc une croissance rapide, jusqu'au bleu pour des jeunes plants, de production de jeunes plants, donc obtenir une plante compacte et bien racinée. Mais la société propose aussi différentes couleurs séparées que le producteur puisse donc assembler lui-même pour obtenir une recette à la carte. Donc aujourd'hui, les sociétés sont de plus en plus capables de fournir des modules qui sont adaptés à un certain objectif de production végétale. Si on va plus loin, il y a une autre société suédoise qui, donc Heliospectra, qui propose des modules donc, dans lesquels est intégré toutes les couleurs du spectre par, et avec donc un logiciel sur un iPad ou une tablette, on peut donc éclairer les plantes avec des recettes de lumière voulues. Donc, on peut par exemple commencer avec plus de bleu pour stimuler un racinement au début de la culture, et on peut passer vers plus de rouge et peut-être aussi un petit peu plus de vert pour arriver à un stade, donc une croissance rapide de la plante. Donc, c'est un produit, un éclairage, un module LED qui est très intéressant à utiliser dans des productions hautement spécialisées. Bon, l'application de LED aujourd'hui, donc on voit aujourd'hui donc l'éclairage de LED dans les serres, surtout maintenant dans les tomates et dans les rosiers. Donc dans les tomates, plutôt dans les poumons, pour activer en fait la partie de la plante qui est normalement plus très active parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc on essaie d'activer ce poumon pour avoir un rendement plus élevé de tomates. Donc il y a des publications qui démontrent qu'on peut augmenter donc, la production de 5 à 10% en éclairant les interrons. Pour les rosiers, l'intérêt c'est surtout déjà avoir les tiges très, très, très élongées, mais aussi d'avoir plus de tiges par plante. Donc pour cela, les LED sont donc aussi situés interrants. Pour l'éclairage en horticulture ornementale, donc là, on fait plutôt l'éclairage au-dessus de la culture, donc aussi dans les stations Astrédor, on travaille pareil. Donc là, ce sont souvent donc des systèmes fixes, mais maintenant, on voit sur le marché aussi donc des systèmes qui sont amovibles. Donc il y a des cultures comme certaines cultures aromatiques, on n'a pas besoin d'éclairer pendant 18 heures, mais on peut passer régulièrement donc avec un chariot équipé de systèmes LED. Et ensuite, donc, on utilise maintenant le LED pour le city farming ou le plant factory. Donc, ce sont des enceintes complètement confinées où on fait une production sans lumière naturelle. Et donc là, les résultats sont très, très intéressants au niveau de la production végétale. Donc, on arrive à obtenir donc, des plantes, des végétaux, des plantes horticoles et aussi des plantes de maraîchers qui sont intéressantes pour le commerce. Donc, vous voyez donc, les systèmes plutôt en étage, ce qui est affiché ici. Donc, pour les plantes factory, les caractéristiques, c'est surtout donc, un environnement qui est très contrôlé. Donc, on a donc, le climat, l'air et l'éclairage étant très maîtrisés. Donc, on peut, donc, au niveau de l'éclairage, on peut donc, maîtriser la qualité et la quantité de la lumière. Au niveau de l'eau, donc hydroponie ou aquaponie, donc pourquoi pas intégrer la production des poissons dans ce système, et aéroponie. Et ce qui est intéressant de cette approche, c'est surtout la production locale. Donc j'ai eu de la chance de visiter au Japon différentes productions
sur étage dans des bâtiments isolés. Et le but était surtout de produire des végétaux pour Tokyo, une ville très importante, sans trop de terres disponibles pour la production végétale. Et donc là, une dizaine de sociétés ont commencé donc à travailler donc dans des plantes factories, donc dans des conditions très isolées, pour produire des salades et d'autres petits produits de maraîchage. Ce qui est donc très important, c'est la notion de production locale. On est très près du marché. Une autre caractéristique de cette plante factory, c'est surtout le fort besoin en eau et énergie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très lié à cette production très intensive. Ce qui est intéressant de cette approche, c'est qu'on n'a pas besoin de créer donc, des bâtiments. On peut donc aussi utiliser des bâtiments qui sont déjà existants, des bâtiments qui sont abandonnés, des anciens bâtiments industriels, pour commencer à faire ce type de production isolée. Donc ça, au Japon, donc j'ai pas vu ce type de production, mais j'ai pris connaissance qu'aux États-Unis, il y a des projets où les productions des végétaux sont effectuées donc, dans des anciens bâtiments autour de Détroit, par exemple. Donc, des anciens bâtiments de production des voitures. Donc, les avantages de l'utilisation de ce type de production, c'est surtout qu'on peut obtenir une récolte très importante, donc surtout pour une population très croissante. Hein, donc, on a déjà donc, ce défi de nourrir le monde et surtout les populations qui s'installent de plus en plus dans les villes. Donc là, cette approche peut être très intéressante. Après, donc, c'est aussi l'occupation de l'espace est beaucoup plus réduite. Donc, on peut produire sur une dizaine d'étages pour obtenir une même production qu'une terre, ce qu'on occupe dans la terre. Donc, c'est aussi c'est un système qui est aussi réalisable dans plusieurs conditions climatiques. Donc, on y a aussi des projets, j'ai entendu aussi des projets en Alaska où normalement le transport de légumes frais est très cher et très difficile à réaliser. Et donc là, ce type de production commence déjà aussi à s'installer. Et donc avec ces systèmes, on peut donc aussi réaliser une réduction très importante des intrants. Donc l'apport des engrais et de l'eau est très maîtrisé. Et donc les traitements phyto sont très réduits ou même pas nécessaires parce que les bâtiments sont déjà très bien isolés. Et ensuite, cette production permet donc aussi d'avoir des circuits courts, donc se situé très près du client dans la ville. Des choses négatives, c'est surtout l'investissement aujourd'hui, c'est quand même assez important. Ça, c'est un frein qui, bon, avec maintenant au niveau de l'aide, le prix commence à fortement baisser, donc au niveau de l'éclairage, ça va quand même baisser énormément. Ça reste quand même un investissement qui reste assez important. Et ce qui reste aussi assez négatif, c'est quand même la consommation importante d'énergie. Et donc, une partie de cette problématique, on peut résoudre donc avec, par exemple, les panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, ce que j'ai vu aussi au Japon, et d'autres moyens d'énergie renouvelable. Et ensuite, et je pense que c'est surtout en Europe le cas, c'est l'image. Parce que, bon, ça peut quand même, l'image, c'est quand même assez industriel, très maîtrisé. Et est-ce que le goût, ce sera pareil? Est-ce que le client se sera satisfait de ce produit? Et surtout en sachant que ce produit, c'est souvent un petit peu plus cher. Quand j'étais en Japon, c'était beaucoup plus facile à résoudre ce problème parce que les Japonais sont très friands des légumes sans résidus et sont prêts à payer 3 à 4 à 5 fois plus pour leurs légumes
que ici en Europe, on a quand même un petit peu cette sens de, vous voyez, de nature et de terroir. Donc ça peut freiner aussi le développement de cette technologie. Bon, juste pour vous donner une impression, peut-être on n'a plus le temps pour montrer cette film. En fait, comme on a mis un petit moment à commencer, je préfère que. C'est un mini-film qui présentait ce qu'on a vu ce matin, Oui, en fait. C'était vraiment des vous fermes donner une d'intérieur. impression, mais je pense qu'on peut Ouais, s'en... on peut s'en passer parce que vous Oui, avez oui, déjà vu ce matin la même chose. Voilà. Et comme ça, je préfère garder du temps pour les questions, en fait. Si vous en avez tout de suite, on va en prendre deux. Voilà, parfait, deux personnes. d'accord. Eh ben, Bonjour. Bonjour. Quand on parle de statut de l'agriculteur, qu'est-ce que vous pensez de ces fermes hyper modernes où justement on est assez loin de l'agriculteur, même si on fait un cycle complet d'activité agricole? Est-ce qu'au Japon, par exemple, ils ont un statut équivalent ou est-ce qu'ils sont dans l'innovation ou est-ce qu'ils sont dans l'agriculture? Et si on doit rapprocher à un moment le statut d'agriculteur urbain d'un agriculteur, est-ce que là, comment ça peut s'appliquer à un système comme ça? Oui. Bon, sur le premier slide, vous avez déjà vu que c'était aussi un producteur. Hein, donc, c'était un monsieur qui était complètement protégé pour ne pas contaminer la culture à l'intérieur. Le statut au Japon, en fait, ce sont des grandes sociétés qui ont commencé à développer cette technologie. Donc, ce ne sont pas des producteurs classiques qui ont commencé à investir dans ces grandes productions. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ce que je vois au Japon, ce sont surtout les grands industriels, les sociétés agroalimentaires qui se lancent dans cette nouvelle technologie. Pour les producteurs classiques, il y a peut-être aussi des retombées parce que, surtout au niveau multiplication, on peut s'imaginer d'installer une petite unité de production dans une serre pour produire, par exemple, les jeunes plants soi-même et ne plus être trop dépendant des fournisseurs de jeunes plants. Donc ça, c'est une possibilité, donc une application directe dans nos serres horticoles d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une thématique qu'on aimerait aussi développer dans l'avenir. À faible coût, concevoir une unité de production de jeunes plants issus de semis ou de boutures pour produire un jeune plant de qualité toute l'année. Donc ça, c'est une possibilité pour les horticulteurs. Bonjour, Florent Glattard du CRIT Horticole à Rochefort. Moi, j'avais une question sur les essais que vous avez pu mener dans votre réseau. Vous avez parlé de la quantité d'éclairement et de la qualité selon les longueurs d'onde qui étaient émises. Est-ce que vous avez aussi fait des essais sur la durée d'éclairement et éventuellement le fait de pouvoir perturber la photopériode des plantes est-ce que vous avez des essais là-dessus? Oui. C'est assez complexe, hein, parce qu'à un certain moment, il faut quand même commencer à éclairer à un certain horaire. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que quand on va allonger la journée, on a moins d'effets sur la plante, les effets évoluent, comme par exemple une ramification. Mais quand on va éclairer pendant la nuit, pendant 5 heures, par exemple, on arrive quand même à provoquer une réaction de la plante voulue. Mais quand même à très faible, c'est une réponse qui est quand même encore très faible. Et pourquoi? Je pense que c'est surtout la lumière naturelle qui efface une partie de la réaction de la plante évoquée par la LED. Donc c'est pour ça que le travail va de plus en plus vers les enceintes confinées, le travail sur le jeune plan pour profiter au maximum des possibilités de l'aide. Il faut quand même dire que peut-être pour l'horticulture, pour la production de plantes finies, je pense que c'est une technologie qui est quand même encore assez lointaine. Mais je pense que pour les producteurs en multiplication, les producteurs de jeunes plants, je pense que c'est un outil qui peut être très, très intéressant aujourd'hui déjà. Brand Wagner, Medioflore, bonjour Oscar. Bonjour. L'astronaute hollandais André Kuipers a fait dans l'espace pousser et arriver à maturité les premières salades. Récemment, on vient de voir il y a 2-3 jours une photo d'un zinnia qui a été entièrement produit dans l'espace. Est-ce que cette technologie qui est très très pointue dans un espace extrêmement confiné peut apporter quelque chose au débat?
En pensant par exemple à la production de jeunes plants pour obtenir. De jeunes plants après, oui, bien sûr. Oui. Ça peut. J'en ai parlé avec certaines personnes que ça peut être intéressant. En ce moment, on ne sait pas. Si on va produire une plante qui est complètement adaptée à un éclairage LED et on va le sortir pour ensuite faire une production de plantes finies, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. Mais je pense que la plante va quand même s'adapter et ce sera une plante qui sera comparable. Mais je pense que c'est une question qui fera objet d'un projet, ce qu'on est en train de construire. Parce que ça peut être très intéressant si on va pas... Est-ce qu'on va améliorer déjà la plante finie en provoquant par exemple une ramification au départ? Ou est-ce qu'il y a un effet, en général, s'il y a un effet bénéfique sur la qualité de la plante finie? Bonjour. On voit bien qu'on est en train d'arriver à des recettes fonction de clients spécifiques, que ce soit en complément alimentaire, que ce soit sur tout ce que vous expliquiez sur les huiles essentielles, etc. etc. Est-ce qu'en maîtrisant tous les paramètres, finalement, le dernier paramètre à éviter, c'est le soleil? À éviter? À rejeter, c'est le soleil. Ou autrement dit, est-il plus facile de gérer l'installation 100% artificielle, donc d'un point de croissance des plantes, ou la gestion de l'installation artificielle en complément de l'installation naturelle? Je sais pas, c'est une bonne question. À mon avis, l'utilisation de LED pour aujourd'hui, c'est une technologie qui est à nos mains. Donc, pour nous, on essaie de résoudre certaines problématiques en horticulture. Pour demain, pour utiliser le LED dans la production végétale sans utilisation de la lumière naturelle, je suis encore un petit peu dubitatif si c'est vraiment la production végétale de demain. Comment? Parce qu'aujourd'hui, on a encore un problème de coût énergétique pour produire. Mais d'un point de vue technologique, quand vous êtes 100% artificiel, comme on le fait dans les plant factories, chez Spread au Japon ou ailleurs, est-ce que c'est plus simple à gérer que d'être en insolation combinée, solaire et artificielle, où on ne maîtrise pas l'épisode solaire comme on veut? Oui. Aujourd'hui, d'après j'ai compris, c'est beaucoup plus simple à conduire une culture sous conditions complètement artificielles que sous lumière naturelle. Donc là, c'est donc l'approche industrielle pour en production végétale. Hein. Donc c'est vraiment une maximum la croissance de la plante. Donc, comme j'ai dit, dès qu'on on profite donc aussi de la lumière naturelle sur une culture, on a déjà beaucoup plus du mal à maîtriser donc la croissance des plantes. Donc, je peux référer aussi à notre travail sur le filtre lumineux, par exemple. Donc, le filtre lumineux, ce qu'on utilise sur la production sous tunnel, on a découvert qu'en bloquant une partie de la lumière rouge lointaine dans la culture, on pouvait donc obtenir aussi des plantes horticoles plus compactes et on n'avait plus besoin d'utiliser des régulateurs de croissance. Donc la lumière naturelle, c'est bien sûr bénéfique pour la croissance de la plante, mais dans un contexte artificiel où on fait la production pour nourrir le monde, on a de temps en temps donc, des objectifs qui sont un petit peu contre-naturels. Donc on utilise du matériel artificiel pour atteindre cet objectif.